Bonjour et bienvenue au sommet Yoni, temple sacré. Donc aujourd'hui, on accueille Marine Quingeot. Bonjour Marine. Bonjour Rubina, tout le monde. Alors Marine, donc tu es aujourd'hui naturopathe et avant d'être devenir naturopathe, tu étais infirmière et donc Oui, tu es spécialisée aujourd'hui dans la santé du cycle menstruel, la fertilité au naturel et la nutrition fonctionnelle. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes des personnes, si je comprends bien, surtout à travers des suivis individuels, c'est bien ça? oui, oui, oui. Donc, à travers des suivis individuels et donc ensemble, vous trouvez des solutions qui sont personnalisées pour les accompagner autour de tout ce qui est déséquilibres hormonaux et pas que, mais ça fait partie des sujets, voilà, des sujets dont tu t'occupes dans tes accompagnements, autour desquels tu accompagnes. Et donc, c'est aujourd'hui le sujet que nous allons aborder ensemble. Donc, c'est les hormones sexuelles. Et j'ai eu la chance voilà, de t'avoir déjà dans un de mes cours pour présenter ce sujet. Je trouve ça passionnant et je trouve vraiment que c'est des informations d'utilité publique. Je pense qu'on devrait nous Oui, apprendre ça à l'école plutôt que nous apprendre des choses qui ont beaucoup de servent à rien. Euh, donc voilà, vas-y. si vous êtes là, si vous nous écoutez, sachez que c'est des informations qui vont très certainement vous servir. C'est des informations qui vont vraiment vous aider à comprendre comment vous fonctionnez. Donc, je me réjouis de t'avoir avec nous pour partager sur ce sujet passionnant et d'écouter encore une fois ce que tu vas partager avec nous. Euh, alors, Marine, dis-moi, dis-nous. Eh ben déjà, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée sur ce sommet. Quand j'ai vu la programmation, j'étais ravie de voir qu'il y a des femmes que je suis déjà depuis quelques années. Et ça me touche vraiment que tu me laisses une place dans ce sommet. Et puis, j'ai vraiment à cœur ce que je vais faire, enfin, ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'est vraiment aussi ce que je fais durant mes accompagnements. Mhm, C'est prendre le temps, chose qu'on a du mal à faire quand on est infirmière, euh, d'avoir ce temps-là auprès des personnes en fait et qu'elles prennent conscience de ce qui peut se passer physiologiquement, mettre des raisons en fait sur les mots et puis leur proposer des actions derrière. Mais déjà, s'il y a une prise de conscience, pour moi, c'est gagné et c'est chouette. J'aime mhm. beaucoup. Merci, merci Marine. C'est aussi un des sujets dont on discutait souvent avec Margot Frison, donc qui est une amie commune qui est kinésithérapeute de formation et qui partageait que quand elle avait toujours son activité de kinésithérapeute, elle passait beaucoup de temps à faire de la pédagogie finalement. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir la connaissance, d'avoir la compréhension pour éviter en fait. Donc la pédagogie a un rôle vraiment essentiel pour éviter les problèmes. Donc merci pour ce partage. Oui, c'est aussi permettre en fait aux femmes de regagner en autonomie et de devenir actrice de sa santé, ça prend du sens en fait, parce que apprendre à comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi apprendre à repérer quand ça fonctionne pas bien, justement. Et je pense que ça permet de mieux partager avec les professionnels de santé après, quand on comprend ce qui peut être sous-jacent quoi, au niveau des problématiques. Mhm, mhm, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te spécialiser là-dedans? Parce que dans la naturopathie, donc il y a différentes spécialisations possibles. Qu'est-ce qui t'a appelé pour justement te spécialiser dans le cycle féminin, donc la santé de tout ce domaine spécifique du féminin? Ouais, c'est plutôt le cycle qui m'a amenée à la naturopathie. Ah, Justement, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, c'est Margot qui m'avait proposé de me renseigner sur ce que c'était que la symptothermie et elle m'avait proposé aussi quelques lectures, notamment Lune rouge de Miranda Gray. mhm, Donc, quand je m'étais intéressée aux deux, c'était aussi à un moment donné dans ma vie que j'étais partie voyager quelques mois. Donc, j'avais vraiment pris ce temps pour moi de m'explorer et de prendre le temps, tout simplement, de me reconnecter un petit peu à toutes ces choses. Et puis, suite à mon voyage, quand je suis revenue, ça a fait sens, ma reconversion professionnelle, en fait, où je me suis dit, mon intuition, c'est d'aller là-dedans. Donc, c'est passé par une formation de naturopathie. J'avais fait une formation sur le cycle menstruel avec Marjorie Malgras, qui est aussi naturopathe spécialisée dans tout ça. Et puis, tout simplement, j'avais envie de suivre le même chemin, parce que ça me parlait énormément. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres formations
toujours autour de ce sujet-là, donc que ce soit l'observation du cycle, la nutrition, etc. Et donc voilà comment j'en suis arrivée à ça aujourd'hui. Et l'aspect prévention et éducation, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Parce que parfois, j'ai des personnes qui me disent: «Est-ce que tu comptes reprendre l'activité d'infirmière?» Je pense que même si ça se faisait, j'aurais envie de trouver, une manière, en fait, d'utiliser ces connaissances, justement pour les emmener peut-être à l'école ou dans des milieux scolaires, parce que c'est d'utilité publique et je pense que les transmettre aux petites filles, mais aussi aux petits garçons, ça a apporté beaucoup de choses ça apporterait beaucoup de choses, à l'avenir. Voilà. Mhm. Merci, merci Marine. Et je trouve aussi que la médecine traditionnelle, elle est assez limitée dans... C'est-à-dire qu'elle arrive quand c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand les problèmes ont pris une proportion énorme, donc là, la médecine traditionnelle arrive avec le couteau, au sens figuré et propre du terme. Et je trouve que il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans justement les subtilités du cycle féminin, les subtilités de la santé du féminine qui sont pas encore tout à fait dans le mainstream, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut déjà faire une démarche spécifique, d'aller voir quelqu'un qui a une autre approche pour comprendre comment ça marche, pour essayer de comprendre comment ça marche, pour essayer d'aborder la problématique de notre question. Qu'est-ce que tu penses de ça, de justement cette dichotomie qui est encore présente, en fait, entre le monde médical et le reste? Je pense que les 2 sont importants. Simplement, il y a une approche différente, mais complémentaire. Moi, je préfère utiliser le mot, médecine complémentaire, Mhm. heu, plutôt que alternative. Pour moi, la médecine allopathique, elle est excellente dans tout ce qui va être diagnostic, Mhm. traitement, de l'aigu, en fait. Mhm. Et par contre, dans du chronique, même en dehors du cycle menstruel, hein, dès qu'on a des problèmes chroniques, là, pour moi, ça commence à être limité. Parce que utiliser des thérapeutiques qui, normalement, devraient être sur du court terme, mais qu'on les utilise sur du long terme, et ben, les effets secondaires sur des années, en fait, ça va faire faire apparaître d'autres problématiques au final. Et je pense que, la France est peut-être un petit peu en retard, pour travailler, un complément, par rapport à ça. Puis on voit de plus en plus dans les médias où les naturopathes, se font taper sur les doigts. Je pense que ça montre aussi que le public, il s'intéresse de plus en plus à ce type de médecine et pour moi, des charlatans, il y en a dans les 2 côtés, en fait. Faut juste faire attention à qui on a affaire. Fuyez un naturopathe qui vous dira d'arrêter vos traitements et de plus voir le médecin et puis moi, j'ai vu, un gynéco qui a déjà oublié des compresses, dans le corps d'une femme, quoi, donc Oui, j'ai ça, envie de je dire, pense que tout le monde a entendu parler de ce type de cas. oui, donc en fait, il y a du moins bon et du bon dans les 2 côtés et il faut juste, se renseigner, quoi, tout Mhm. simplement. Je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que vraiment la médecine classique, traditionnelle a tout à fait sa place. Et moi-même, tu vois, je fais appel aux deux côtés selon les problématiques. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des choses sur lesquelles la médecine traditionnelle est juste n'a pas les outils pour nous accompagner en fait. Donc moi, la raison pour laquelle je suis venue te voir, donc tous les déséquilibres hormonaux que j'ai pu expérimenter, mais en fait d'un point de vue médical, tout va bien. Donc c'est aussi un message pour toutes les femmes qui vont voir le gynécologue, la gynécologue à qui on dit tout va bien et que pourtant elles sentent bien que dans leur corps quelque chose ne fonctionne pas correctement. Et je pense que ce qu'on va aussi partager ensemble, ça s'adresse aussi à toute cette énorme partie où d'un point de vue médical, apparemment toutes les choses, tous les marqueurs sont au bon endroit, mais d'un point de vue du corps, il y a vraiment une vérité qui est différente et je pense que c'est là aussi qu'il y a l'espace pour toutes ces connaissances mm. Et d'où le côté autonomie, en fait, rendre cette autonomie aux femmes, c'est aussi une manière le fait de s'observer et de repérer, ce qui dysfonctionne, elles, ça leur permet aussi de mieux communiquer avec les professionnels, que ce Mhm. soit en naturo ou en médecine allopathique. C'est énorme, en fait, c'est pas un privilège, ça devrait être donné à tout le monde, justement, d'avoir ces informations. Mhm. Tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu as pu observer comme changement dans ta vie, spécifiquement peut-être autour du sujet du jour, donc tes hormones, ton cycle, à partir du moment où tu as eu ces connaissances et du coup où tu as pu changer certaines choses de ton quotidien, parce que c'est aussi de ça qu'on se parle, c'est vraiment les habitudes. Ouais, et c'est intéressant comme question parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent
Et alors, ça a apporté énormément de choses. D'observer son cycle, en fait, c'est déjà prendre le temps de se poser et de ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, j'en parle un petit peu des différentes énergies, en fait, qu'on peut avoir dans le cycle. Pour moi, ça se résume pas aujourd'hui à 4 formes d'énergie. Et puis justement, on décrit souvent ces 4 énergies de manière assez enfin, carré, pas forcément, mais en tout cas, c'est pour moi, ça devient un peu trop stéréotypé. Et puis, il y a des moments où j'observe que dans certaines phases du cycle, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, en fait, l'influence de l'hormone en question. Donc, c'est hyper intéressant. Ça m'a vraiment apporté le fait de me poser et de me dire, tiens, je me sens comme ça, ou alors pourquoi j'ai autant d'énergie, pourquoi j'en ai pas, est-ce que ça a un lien ou pas? Mais on a aussi toute une personnalité et c'est important aussi de le garder en tête que le cycle hormonal, il peut avoir une énorme influence, mais ça enlève pas non plus les facteurs extérieurs et puis notre personnalité. En revanche, sur tout ce qui est communication, c'est génial. Dans mon quotidien, tout le monde, enfin tout le monde, oui, les personnes qui m'entourent, elles sont au courant souvent dans quelle phase je me situe, et puis c'est aussi une manière d'apaiser les relations en fait, de dire non mais t'inquiète pas, je suis comme ça, certainement à cause de ça, donc c'est pas de ta faute. Ou à contrario, je pète le feu, je fais tout ça, c'est pas grave si toi tu n'as envie de rien faire. Donc voilà, dans mon quotidien ça m'aide beaucoup. Après, dans l'organisation, pour mettre des choses en place, c'est aussi hyper intéressant, mais on peut pas toujours faire en fonction du cycle. Que ce soit en termes d'activité physique, par exemple, ou au niveau de l'alimentation, etc. Donc, c'est toujours faire au mieux, mais il faut pas que ça devienne une charge mentale non plus, en fait. Euh, Il y a un effet en ce moment aux États-Unis, justement, par rapport à ça, de synchroniser tout son planning sur son cycle. Sauf qu'en fait, déjà, le phénomène, il part du principe que le cycle dure 28 jours, ce qui est pas le cas chez toutes les femmes. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, des phénomènes de mode. Il faut quand même faire un petit peu attention. Mais c'est vraiment le terme charge mentale que je veux mettre en avant. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de compliqué en fait, ou un but à atteindre absolument en fait. C'est plutôt Mhm. une aide en fait. C'est là Mhm. dans un petit coin. Ça Mhm. aide à comprendre certaines choses. Mhm. Et pour rendre peut-être ça plus concret pour les femmes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner des exemples de problématiques avec lesquelles les femmes viennent vers toi pour tes accompagnements? Et qu'est-ce qui peut être résolu Euh, avec le mode de vie, avec les changements alors moi, avec ma dernière formation qui est en nutrition fonctionnelle, j'ai une approche, enfin, comme en naturopathie, hein, quand on parle d'approche globale. J'aime bien prendre cette représentation de l'arbre où tu peux avoir des feuilles qui sont malades. Et ça, c'est un peu, par exemple, les signes, les symptômes de maladie, mais ça appartient au domaine médical. C'est eux qui posent les diagnostics. Par exemple, je sais pas moi, un problème d'endométriose ou un SOPK ou quoi. Et en naturopathie, en nutrition fonctionnelle aussi, on va venir s'intéresser à la cause, c'est-à-dire aux racines, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on alimente ces problématiques-là. Donc, Mhm. très souvent, on a des problèmes d'inflammation, de ce qu'on appelle aussi du stress oxydant. C'est une accumulation de radicaux libres dans le corps. On peut voir ça comme des petits points de rouille qui forment des grosses plaques et ça commence à faire dysfonctionner certaines cellules. Et toutes ces choses-là, en fait, il y a plein de choses qui peuvent l'influencer. Ça peut être l'état émotionnel, le mindset de la personne, son activité physique au quotidien, sa nutrition, l'hydratation, toutes ces choses-là, les antécédents personnels, ses antécédents aussi familiaux pour voir s'il y a des raisons génétiques parfois. L'idée, en fait, c'est ça. Dans la première consultation, c'est de récolter au maximum toutes les informations sur plein de tableaux différents pour essayer de comprendre comment fonctionne cette personne et comment elle en est arrivée à avoir ces problématiques-là, en fait. Et par la suite, de lui proposer des actions personnalisées en fonction des différentes causes qu'on aurait repérées, en fait. Mhm. Donc c'est principalement du coup un travail de fond en fait. Donc c'est pas une pilule magique qui répondrait. Donc Non, ça demande de changer ses habitudes, changer les habitudes alimentaires, changer peut-être d'autres habitudes. Donc c'est un travail de fond qui aussi implique l'engagement de la personne.
Oui, et d'où l'intérêt, comme je disais, de prendre le temps de lui expliquer comment ça a dysfonctionné. Parce que les compléments, ça fait pas tout. C'est des pansements verts, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si la personne, elle prend des compléments et qu'elle se sent mieux, génial. Mais dès qu'ils vont être arrêtés, si elle n'a pas fait le travail de fond, en Mhm. fait, ça va retenir les problématiques. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi faire la différence entre l'allopathie verte, j'ai envie de dire, et travailler vraiment les causes. Après, il faut faire aussi en fonction du rythme de la personne et de ce que elle est prête à transformer. Ça dépend de chacun, ça. Mhm. Et dans les accompagnements que tu as pu faire jusqu'à présent, quelles sont les problématiques communes qui se transforment le plus facilement en fait avec l'approche que tu proposes de fond? Euh, Bah, très souvent, on voit que même s'il y a un problème de déséquilibre hormonal, Mhm. euh, qui va être lié au stress et à ce que j'appelle l'assimilation, c'est-à-dire au système digestif. Et en général, c'est souvent ici en fait qu'il faut venir travailler en premier, Mhm. parce que c'est là que ça commence à dysfonctionner et c'est comme ça que ça a un retentissement sur tout ce qui est problématique hormonale en général. Mhm. Mhm. Merci, merci Marine. Je te propose de commencer sur ta présentation. D'accord. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de transmettre dans cette masterclass, du coup, c'est d'aborder un petit peu la physiologie du cycle, globalement, le rôle des différentes hormones sexuelles, où est-ce qu'elles sont produites, à partir de quoi, comment elles circulent dans l'organisme. Et en dernière partie, une initiation en fait aux méthodes d'observation du cycle pour vous donner des pratiques concrètes en fait à mettre en place. Donc, il n'y a pas l'interprétation de certaines méthodes, ça va vraiment être une initiation, mais vous verrez que vous pouvez mettre en pratique certaines petites choses. Du coup, est-ce on parle d'un cycle menstruel ou on devrait plutôt parler en fait de plusieurs cycles au sein du cycle menstruel? Parce que sous l'influence du cycle hormonal, on va avoir en fait une évolution de l'endomètre. On va avoir une évolution au niveau du col de l'utérus et on va aussi avoir une évolution au niveau des follicules au sein des ovaires. Donc, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au cours du cycle menstruel. C'est par rapport à ça qu'on aurait plutôt parlé de différents cycles. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est un dialogue qui va se mettre en place entre le cerveau et les ovaires et l'utérus. Donc, on a une première glande qui s'appelle l'hypothalamus, qui va sécréter cette première hormone, la GnRH, qui d'ailleurs au moment de la puberté, en fait, va se mettre en place grâce à la mise en action sous l'influence d'un gène. Ça s'appelle le gène KIS1, précisément. Et elle va venir, en fait, cette hormone sécréter une deuxième glande qu'on appelle l'hypophyse, qui, en première partie, va d'abord se mettre à sécréter la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante, c'est-à-dire qu'elle va venir stimuler les follicules qui sont dans chacun des ovaires, ici, et en retour, ces ovaires vont sécréter des oestrogènes. À partir d'un certain seuil, en fait, les oestrogènes vont augmenter, et puis ils vont atteindre un certain niveau au point qu'on va avoir un rétrocontrôle, c'est-à-dire que le cerveau va en fait détecter qu'il y a suffisamment d'œstrogènes pour déclencher une ovulation. Donc c'est à ce moment-là que, toujours au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse, on va envoyer ce qu'on appelle un pic de LH, hormone lutéinisante, qui va permettre justement de rompre le follicule pour pouvoir expulser l'ovocyte qui va être aspiré par la trompe de Fallope et puis continuer son chemin. Et le reste du follicule, après l'ovulation, il va pas disparaître. En fait, il va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune, qui lui-même va être à l'origine de la production de progestérone. Donc, si je reprends un petit peu ça en détail sur des courbes, ici, on a justement le cycle ovarien, c'est-à-dire l'évolution, on voit ici du follicule avec à l'intérieur l'ovocyte jusqu'à l'ovulation et la transformation du reste du follicule en corps jaune. Et au niveau de la courbe, on retrouve bien les hormones du cerveau, donc l'AFSH qui va être sécrétée, sécrétée, sécrétée. En parallèle, ça va faire augmenter les œstrogènes jusqu'à atteindre un niveau suffisant qui déclenche ce pic de LH. On va aussi retrouver à ce moment-là
donc pendant cette phase ovulatoire, un petit pic de testostérone. Donc les femmes aussi produisent de la testostérone. Et par la suite, une fois que l'ovulation a eu lieu, on va continuer de sécréter des œstrogènes, mais vraiment en plus petite quantité. Et puis, c'est surtout la progestérone donc qui va prendre le relais. Si jamais il y a eu une fécondation, à peu près 6 à 7 jours en fait après l'ovulation, on va avoir la nidification à ce niveau-là. Et puis, s'il n'y a pas eu de nidification, à ce moment-là, on va avoir une chute de la progestérone assez progressive quand tout se passe bien. Et là, on voit l'évolution en fait de l'endomètre, où on a la période des règles, en fait, des menstruations, où justement on va avoir l'endomètre qui se dégrade parce qu'il n'y a plus de progestérone. Et puis là, de nouveau, sous l'influence des œstrogènes, l'endomètre va proliférer jusqu'à l'ovulation. Et après l'ovulation, la progestérone, elle va avoir plutôt un effet de nourrir cet endomètre. Donc, je vais en reparler juste après. Donc voilà, donc quels sont les différents rôles de ces hormones sexuelles? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hormones, en fait, elles circulent à travers la circulation. Et elles vont arriver sur les organes, en fait, elles vont être détectées par des petits récepteurs cellulaires qui vont permettre l'action pour lesquelles elles sont produites. Donc là, on a une image d'un ovaire avec un corps jaune juste au-dessus. Donc, en ce qui concerne les œstrogènes, elles vont être donc produites, comme je le disais, au niveau des ovaires. Leur rôle, ça va être de permettre la prolifération de l'endomètre. Et au niveau du col de l'utérus, elles vont stimuler les cellules pour produire différents aspects de glaire cervicale. On va en reparler quand je parlerai de la méthode d'observation du cycle. Mais jusqu'à l'ovulation, cette glaire cervicale, en fait, elle va évoluer pour pouvoir permettre le passage à terme, au moment de l'ovulation, des spermatozoïdes, en fait, dans l'utérus. Les œstrogènes, ils vont aussi avoir un rôle au niveau des caractères secondaires. Donc, on va retrouver, par exemple, à ce niveau-là, le développement des formes comme la poitrine, les hanches, les fesses. Ça peut également modifier l'odeur corporelle. On aura une meilleure tonicité des cheveux. Elles permettent aussi l'élasticité et l'hydratation de la peau. C'est une période où on peut sentir en fait que la peau, elle est plus jolie que dans d'autres phases. Les œstrogènes, ils stimulent aussi les cellules qu'on appelle les ostéoblastes au niveau des cellules osseuses, qui permettent de maintenir justement tout ce qui est euh, l'intégrité osseuse. Au niveau cérébral, ça va également intervenir et permettre une meilleure communication. Ça, c'est des études qui ont essayé de regarder en fait les différents effets que ça peut avoir. On peut aussi se retrouver avec une voix un petit peu plus aiguë. Et les œstrogènes, ils sont connus justement aussi pour booster la sérotonine. Je vais en reparler un petit peu plus loin. La sérotonine, elle permet en fait, c'est l'hormone du bonheur, de la joie, et qui permet aussi de nous rendre dynamiques. Elle est aussi le précurseur de la mélatonine qui, elle, est l'hormone du sommeil. Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est une énergie dans laquelle on peut se sentir, la phase folliculaire, cette énergie d'action où on se sent suffisamment efficace pour mettre en place plusieurs choses. Mais c'est pas non plus systématique, d'accord? Ça peut être une phase où certaines femmes, elles vont pas forcément être dans cette énergie-là. Ensuite, on aura la progestérone. Alors au niveau de l'endomètre, la progestérone, comme j'expliquais tout à l'heure, elle va plutôt en fait nourrir la muqueuse. C'est pour ça qu'on aura des besoins caloriques qui seront augmentés. Au niveau du col, elle va permettre la sécrétion en fait d'un bouchon muqueux avec une glaire cervicale différente qui va servir de barrière par rapport pour pas laisser passer les spermatozoïdes, mais aussi tout ce qui va être microbes en général. Au niveau du système nerveux, elle permet la relaxation et là encore, c'est pas systématique, mais c'est aussi une phase, la phase en fait entre l'ovulation et les prochaines règles, où on peut être plus enclin à développer sa créativité. On peut, par exemple, déposer sur un papier ce qu'on aurait envie de modifier, ou déposer des idées qui nous viennent, même si c'est pas forcément la phase où on se sent bah, le plus empreinte d'énergie pour mettre en place tout ce qu'on voudrait. L'hormone a également
une fonction, elle permet de booster la qualité du sommeil. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le corps, à ce moment-là, il va réagir comme si la femme était enceinte. Du coup, la progestérone, elle va avoir un effet de relâcher, en fait, de détendre les muscles. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est myo, ça veut dire muscle, myo-relaxante. Et on peut également avoir des problèmes de constipation parce que, en fait, ça va aussi détendre les muscles au niveau, intestinal, je vais aller trouver. Elle va également faire chuter le système immunitaire. Là, c'est dans la même idée, en fait, c'est pour éviter de rejeter l'embryon. Comme là, c'était pour éviter les contractions utérines. C'est une hormone qui fait augmenter la température du corps. On va en reparler aussi à la fin. Et chez certaines femmes, on peut aussi se retrouver dans une phase où on a moins envie de lien social. En fait, on a moins envie de se connecter à d'autres personnes. On peut se trouver dans une énergie où on est plus tourné vers l'intérieur. Ça peut aussi se ressentir au niveau énergie sexuelle. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, quelque chose de systématique et un but à atteindre. Donc où est-ce qu'elles sont produites? Ces hormones sexuelles, donc peut-être que pour certains ça va parler, d'autres pas du tout. Le mot mitochondrie, donc ça c'est une cellule, d'accord? Une 3D. Cette cellule, on va la retrouver à la fois dans les ovaires, à ce niveau-là, au niveau des follicules. On a aussi les cellules graisseuses. On a également des cellules au niveau des glandes surrénales et au niveau de la poitrine. Donc toutes ces cellules, en fait, qu'on va retrouver à ces différents endroits, elles permettent la sécrétion de nos hormones sexuelles. Je vais le remontrer sous forme de cascade juste après. Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que contrairement aux hommes qui, eux, vont produire des spermatozoïdes toute leur vie, quasiment, qui vont maturer entre à peu près 2 mois et demi, les femmes, nous, on va naître en fait avec un stock d'ovocytes. On en aura à peu près 1 million à la naissance, 400 000 arrivés à la puberté, ce qui fait qu'on va ovuler à peu près 500 fois dans notre vie. Donc ça, c'est le fameux petit schéma avec la cascade de production hormonale. Donc ici, on retrouve la progestérone, la testostérone et l'œstradiol, qui est l'œstrogène principal lorsqu'on a notre cycle menstruel. Et le précurseur en fait de ces hormones, c'est ce qu'on appelle la prégnénolone, qui est fabriquée à partir du cholestérol. Donc le gras, c'est bien la vie. On en a besoin pour fabriquer nos hormones, ce qu'on appelle les hormones stéroïdiennes, non les hormones sexuelles. Pour pouvoir transformer aussi ce cholestérol en prégnénolone, on va avoir besoin d'une fonction thyroïdienne qui est comme il faut, c'est-à-dire pour produire la T3. On va avoir besoin d'un taux de vitamine A et de fer aussi qui est suffisant. Et tout ça, une fois que c'est mis en place, en fait, ça permet cette production de prégnénolone au sein de cette petite mitochondrie. Et à contrario, on peut avoir des facteurs externes qui vont empêcher cette transformation, notamment, comme je disais tout à l'heure, l'inflammation et le stress oxydant. Donc, si tout fonctionne correctement et qu'on arrive à avoir de la prégnénolone, on va avoir cette progestérone qui va permettre la formation en fait des différentes hormones androgènes, dont la testostérone, qui va être transformée en œstradiol. Donc l'idée, en fait, l'objectif, ça va être d'avoir une balance entre œstradiol et progestérone. Là-dessus, on peut voir en fait sur cette diapo un premier facteur en fait qui peut venir compromettre cet équilibre, c'est le niveau de cortisol, qui est une hormone du stress chronique. Tout simplement parce que le corps, en fait, physiologiquement, naturellement, lorsqu'il est face à un danger, sa priorité, c'est de lutter ou de fuir le danger et pas de favoriser un cycle hormonal et donc la fertilité. Donc, dès qu'on va se retrouver en fait en état de stress, c'est cette voie-là qui va être priorisée et donc ça va un peu chanter la production des autres hormones. Donc, par rapport au stress, il faut comprendre qu'il y a différentes réponses face au stress. Il y a une réponse rapide qui passe par le système nerveux. Donc, on peut avoir des stress négatifs, c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs dans le stress, mais on peut aussi avoir des stress positifs, comme un accouchement, le mariage, préparer un voyage, tout ce qui peut faire en fait avoir un impact là-dessus. Au niveau de la réponse nerveuse, l'idée en fait, ça va être de booster
le corps pour justement fuir ou combattre. Donc, ça va être d'apporter de l'oxygène et des nutriments au niveau des muscles. Pour ça, les vaisseaux ils vont se contracter. Les alvéoles, elles vont se dilater justement pour apporter plus d'oxygène. Et ça va permettre en fait de mettre en action ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Ça, c'est la voie justement qui permet de prioriser, de répondre au stress en général. Et la voie opposée, c'est la voie du système nerveux qui passe par le système nerveux parasympathique, dont le nerf principal est le nerf vague, pour ceux qui auraient déjà entendu. Et ce nerf a une grande importance puisqu'en fait, c'est lui qui permet de gérer la plupart des organes de la digestion et également au niveau des organes reproducteurs. Donc là, en fait, j'ai mis l'image de l'interrupteur pour bien comprendre que quand on est en fait sur ce système sympathique qui est priorisé quand il y a du stress, ça inhibe automatiquement ce système-là, tout simplement, qui est éteint. Donc en fait, là, on voit bien l'impact du stress direct, c'est-à-dire qui va empêcher, qui peut commencer à comment dire, à poser des problèmes justement par rapport à tout ce qui va être digestion et assimilation, mais aussi venir perturber le cycle. Et on aura une deuxième réponse, qui est la réponse lente, avec la sécrétion de l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol. Donc ça, c'est un schéma qui est assez connu justement pour montrer les différentes étapes du stress. Donc là, on peut avoir un stress ponctuel qui peut passer tout simplement. Et on peut basculer dans du stress chronique au point d'arriver au burn-out. Donc, on voit avec les différentes courbes, en fait, qu'est-ce qui se met en place. Dans le stress aigu, c'est l'adrénaline qui va se mettre en place. Et puis, à la fin de ce stress, quand on va basculer dans le chronique, on a bien la courbe du cortisol ici, qui va augmenter de plus en plus, au point, à un moment donné, de craquer. C'est-à-dire que les glandes surrénales, elles arrivent plus à gérer, la production de cortisol. Et il faut savoir que pour le produire, justement, elles vont aussi aller puiser dans tout ce qu'on a en termes de nutriments. Donc, est-ce qu'il y a déjà ce qu'il faut au niveau des apports? Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller vérifier à ce niveau-là. C'est intéressant aussi de savoir que le cortisol, il a aussi pour action en fait de faire circuler, de remettre en action tout ce qui va être sucre dans l'organisme. Sauf que le stress chronique d'aujourd'hui, c'est pas un stress où on va aller se dépenser physiquement, c'est-à-dire on n'a pas besoin de fuir une grosse bête sauvage. Généralement, ça peut être lié à une pression, tout simplement, des charges mentales. Et ça peut aussi expliquer comment, à partir du stress, on va générer en fait une insulinorésistance et une prise de poids. Ça va également affaiblir le système immunitaire, on sera plus propice à avoir des infections et on peut aussi commencer à avoir des troubles du cycle, comme je l'ai expliqué un petit peu plus haut. Le cortisol, ça va aussi venir dérégler le cycle du sommeil. On peut se retrouver avec des insomnies et un rythme complètement perturbé. Donc là, c'est des petites solutions comme ça, très brefs qu'on peut mettre en place. Tout ce qui peut être exercice de respiration pour en fait stimuler le nerf vague. On peut avoir des exercices de cohérence cardiaque. Là, j'ai mis l'application officielle, mais si vous avez d'autres techniques au niveau respiratoire, c'est tout aussi efficace. Les douches froides aussi, ça permet d'activer ce nerf vague. Quand on parle du ressourcement, enfin le rapport à la nature et l'exercice physique, ça a clairement été étudié, que ça permettait de diminuer le cortisol. Et ici, j'ai mis la pratique du yoga hormonal. Pour ceux qui connaissent pas, ça a été élaboré par Dina Rodriguez, c'est une brésilienne à l'origine. Et il y a justement ça a été étudié en fait les effets bénéfiques de ce type de yoga sur toutes les glandes, que ça parle de la thyroïde, les glandes surrénales, au niveau des ovaires également. Donc moi j'ai appris la méthode avec Paul, c'est son prénom. Il propose en fait ces pratiques pour ceux qui n'ont pas forcément ce type de yoga à proximité. Sur un mois, en fait, il propose des petits exercices et puis l'idée à la fin, c'est d'avoir tout un petit enchaînement, une routine qu'on peut mettre en place après au quotidien. Donc maintenant, à partir de quoi est-ce que ces hormones sont produites? On parle d'œstrogène, de progestérone ou de testostérone. Ici, j'ai mis un petit mur parce qu'on va le voir en fait. Il faut des briques et pour que ça tienne, il faut du ciment. Donc c'est une manière d'imager la chose.
où les briques, ici, en fait, elles sont représentées par les acides aminés, c'est-à-dire les protéines, elles sont faites de chaînes d'acides aminés. On pourrait aussi visualiser un petit collier de perles avec des sections de couleurs différentes où chaque petite perle correspondrait à ces acides aminés. Et on aura également les lipides les lipides, pardon, qui eux sont faits d'acides gras. Et comment ça fonctionne au niveau de la digestion? Dans les suivis justement en naturopathie, c'est aussi toutes ces petites questions qu'on va venir poser en détail pour essayer de repérer où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements. En principe, les protéines, ça commence déjà par la mastication. Parce que l'idée, le but du jeu de la digestion, si je peux appeler ça comme ça va être de détruire en fait ce mur pour qu'à la fin, il nous reste que des petites briques qui puissent être en fait assimilées et stockées dans le foie par la suite. Donc, pour qu'elle soit détruite, ça commence par la mastication, l'acide chlorhydrique qui est sécrété dans l'estomac, si le système parasympathique fonctionne. Donc, en fait, manger dans le stress, ça inhibe le parasympathique et donc ça inhibe la sécrétion d'acide chlorhydrique, par exemple. Puis, si le bol alimentaire ici, il est suffisamment acide, en arrivant dans le début de ce qu'on appelle l'intestin grêle, le duodénum, ça permet en fait d'activer la sécrétion de la bile qui va permettre, elle, de séquencer les lipides justement pour obtenir des petites micelles en fait au niveau des acides gras. Et on va également venir stimuler les cellules du pancréas pour produire des enzymes digestives qui, elles, vont permettre de digérer les sucres, les protéines, mais aussi les graisses. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ait ce taux d'acide chlorhydrique suffisant pour pouvoir digérer et obtenir ces petits morceaux-là qui, par la suite, vont pouvoir être assimilés. Donc en naturo, c'est le travail qu'on va faire, c'est vérifier au niveau des carences, c'est-à-dire des apports, est-ce qu'il y a bien tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a assez de protéines? Est-ce qu'il y a assez de graisse? Est-ce que l'hydratation est suffisante? Est-ce qu'il y a du stress? Comment est la digestion et l'assimilation en règle générale? Alors là, c'est une petite image pour montrer comment ça fonctionne au niveau des graisses. Le cholestérol, le foie, il en fabrique 2 tiers. Donc, il y a un tiers qui est apporté de l'extérieur, c'est-à-dire les fameux lipides dont je parlais tout à l'heure. Et une fois qu'il est fabriqué, en fait, il va être acheminé grâce à des transporteurs qu'on appelle, enfin là, il va être le transporteur qui transporte le cholestérol du foie aux organes, c'est le LDL, et des organes au foie, c'est le HDL. Le HDL, c'est celui qu'on appelle le bon cholestérol, sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y en a qu'un seul de cholestérol. HDL et LDL, c'est des transporteurs dans l'organisme. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, ce LDL, il va emmener ce cholestérol au niveau, comme j'expliquais tout à l'heure, des mitochondries dans les cellules ovariennes et des glandes surrénales pour produire nos hormones stéroïdiennes, progestérone, testostérone, oestrogène. Il est hyper important aussi en fait pour la fabrication des membranes cellulaires, les cellules, et le cerveau qui est également un grand consommateur. Et ce qu'on vérifie en fait, c'est pas tant le taux de LDL qu'il faudrait vérifier, c'est plutôt la qualité. Est-ce que c'est un LDL qui est oxydé ou pas? Donc l'image là que j'ai utilisée, c'est par exemple ce transport-là de LDL. Si jamais la plaque d'immatriculation elle se retrouvait oxydée pour X raisons, par exemple le tabagisme, le stress, des raisons diverses comme ça, le système immunitaire en fait, il va pas reconnaître ce LDL et donc il va envoyer une sorte d'armée, en fait des macrophages qui vont venir engloutir ce LDL oxydé et se transformer en ce qu'on appelle des cellules spumeuses qui sont à l'origine en fait des plaques d'athérome qu'on peut voir ici sur le petit dessin. Donc voilà, tout ça c'est aussi pour dire que les graisses sont importantes pour la fabrication de nos hormones. Et en ce qui concerne les acides aminés, donc si les protéines ont été correctement digérées et assimilées, elles vont arriver ensuite au niveau du foie qui lui va en fait permettre de les transformer. Donc, on va avoir, ça va permettre le renouvellement des cellules. Ici, on a l'ADN dans le noyau qui va coder pour la production de différentes protéines. Les acides aminés vont aussi permettre la synthèse donc des différentes protéines, mais aussi des enzymes, des hormones.
Et on verra un petit peu plus loin, ils sont aussi importants, les acides aminés, dans la détox hépatique, notamment pour détoxifier les œstrogènes. Et aussi, ils sont à l'origine, en fait, de la production des neurotransmetteurs. Donc, la sérotonine pour le bien-être, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline dont on a besoin aussi le matin pour se mettre en action. D'où l'intérêt, en fait, de vérifier dans les suivis s'il n'y a pas de carence au niveau des protéines. Donc ça, c'est un autre schéma qui reprend un petit peu justement ces neurotransmetteurs. La dopamine qui participe à la motivation, à se mettre en fait en action le matin, comme la noradrénaline. Et puis, un peu plus tard dans la journée, on va sécréter un peu plus de sérotonine. Et là, c'est un petit rappel justement sur le fait que en première partie du cycle, les œstrogènes boostent cette sérotonine, alors que en deuxième partie, en phase lutéale, justement, il y en aura un peu moins. Donc, on peut aussi se retrouver chez certaines femmes avec des syndromes prémenstruels où on aura ce sentiment de tristesse et d'irritabilité. Donc là, ça reprend un petit peu ça au niveau d'un cycle où le orange, ça représente la matinée et en bleu, on aura l'après-midi avec la nuit. Donc ici, on a l'acide aminé qu'on appelle la tyrosine qui permet cette transformation, d'être transformée en dopamine et en noradrénaline. Ça se fait à la surface en fait des mitochondries, d'où l'intérêt aussi d'avoir un bon fonctionnement au niveau mitochondrial. Et c'est aussi pour ça qu'on parle souvent de petit déjeuner protéiné plutôt que sucré justement, pour favoriser la sécrétion de ces neurotransmetteurs. Et pour les personnes qui ont des problématiques, tout ce qui va être anxiété, problèmes de sommeil, etc., justement, on va s'interroger sur le niveau de sérotonine et de mélatonine. Et le précurseur, c'est le tryptophane. Et là, il y a plusieurs petites choses complexes qu'il va falloir venir repérer. Se complémenter en tryptophane, c'est pas forcément très judicieux pour produire la sérotonine parce qu'en fait, il y a une grosse partie du tryptophane qui est assimilé dans l'intestin pour produire de la sérotonine qui va être utilisée dans l'intestin. Il n'y a que 2% qui va monter au niveau du cerveau, de tryptophane, pour être transformé en sérotonine au niveau du cerveau, celle qui permet à être l'hormone du bien-être, on va dire, neurotransmetteur du bien-être. Et on a cette transformation, il ne faut pas être carencé en zinc, en fer, en magnésium et toutes les vitamines du groupe B qu'on retrouve ici. C'est pareil, s'il y a présence d'un candidat albicans au niveau intestinal, lui, il s'en régale du tryptophane, ça peut poser problème aussi. Et au niveau cérébral, la transformation de la sérotonine en mélatonine, donc ça, on voit que ça apparaît plus dans la soirée, justement. On va également avoir besoin de ces vitamines B6, B9 et B12. Sachant que la B9 et la B12, qui est présente ici et là, ce sont des vitamines qui sont aussi très importantes dans un cycle en chimie qu'on appelle la méthylation, qui est importante pour la régénération cellulaire, pardon, mais aussi la détox hépatique. Et là, c'est une petite information pour vous préciser qu'à partir de 18 heures, 30 minutes face à un écran bleu, ça a été étudié, ça réduit de 2 heures la mélatonine. Donc, pour les personnes qui sont très sensibles, par exemple, avec des troubles de l'endormissement et des réveils nocturnes, ça fait partie des points justement sur lesquels on peut venir travailler. Donc, justement, par rapport à l'hygiène du sommeil, si jamais il y a des troubles, si on repère des problématiques, on va les repérer. Est-ce que les dîners, les repas du soir sont trop copieux, comme la consommation de protéines animales? Ça peut venir perturber tout ça. Est-ce que l'activité physique peut aussi être un problème par rapport au sommeil? Il y a certaines personnes qui peuvent être sensibles à ça, chez qui la pratique plutôt en soirée va empêcher l'endormissement. Les écrans, j'en ai parlé, le niveau de stress aussi. Ça peut paraître anodin, mais la température d'une pièce et même l'éclairage, ça peut aussi avoir un rôle sur les troubles de l'endormissement. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on va aller vérifier en fait la simulation du tryptophane et aussi au niveau mitochondrie s'il y a des problématiques. Donc cette diapo, qui est un peu chargée, mais je vais prendre le temps de la détailler, c'est pour expliquer un petit peu le parcours des œstrogènes. Parce que dans les suivis, justement, on retrouve très souvent quand même la problématique d'un déséquilibre avec trop d'œstrogènes
et parfois des carences en progestérone ou pas. Il y a des femmes qui peuvent avoir trop d'œstrogène sans manquer de progestérone. Ça dépend. Donc, en première partie du cycle, comme j'expliquais, jusqu'à l'ovulation, on a les œstrogènes qui sont sécrétés. Et après l'ovulation, une partie de ces œstrogènes, en fait, ils vont être traités et pour ça, ils vont être acheminés au niveau du foie. Et là, j'ai représenté de manière vraiment très, très simple la détox hépatique qui se fait en 2 phases. La première phase, en fait, on va avoir différents produits. Donc, on va avoir ces œstrogènes qui arrivent. Il y a une première phase. Il va y avoir des produits qui seront plutôt dangereux, enfin toxiques, et d'autres qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont, y compris ceux qui ne le sont pas, en fait, dans tous les cas, vont être transformés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils vont être conjugués pour être neutralisés, en fait. Ils vont être désactivés et ils ne seront plus toxiques quand tout fonctionne normalement. C'est aussi pour ça qu'on va venir repérer si il y a tout ce qu'il faut pour soutenir le foie en fait au niveau de la détox des œstrogènes. On lance pas une détox hépatique si derrière au niveau de l'intestin ça va pas bien. Donc en fait, une fois qu'ils sont conjugués, ils vont passer par ce petit canal qu'on appelle le cholédoque qui débouche en fait dans l'intestin grêle et récemment, quelques années, il a été étudié en fait qu'on avait une flore bactérienne ici qui s'appelle l'œstrobolome qui est spécifique dans la régulation des œstrogènes. Donc, quand on a un système digestif et d'assimilation qui est sans problème, avec un intestin qui n'est pas inflammé, qui n'est pas poreux, tout se passera bien et ces œstrogènes désactivés, ils vont aller jusqu'à être éliminés dans les selles. En revanche, si pour plein de raisons différentes, on a une inflammation intestinale et un intestin poreux, cet œstrobolome, en fait, il va agir, il va être suractivé, il va déconjuguer les œstrogènes qui étaient inactifs et ils vont devenir de nouveau actifs, pardon, et repasser dans la circulation. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec une hyperœstrogénie. À ce moment-là, on va avoir un déséquilibre hormonal, dans certains cas avec une carence en progestérone. C'est aussi ce qui peut expliquer l'apparition de syndrome prémenstruel. Là, on a une petite image d'un intestin avec la partie saine. L'intestin, on voit les cellules ici. Ici, il faut s'imaginer que c'est la lumière intestinale où passent les aliments en général. Et on a des petites jonctions ici qu'on appelle les claudines. C'est des jonctions serrées. En fait, il faut voir ça comme des barrières. Elles s'ouvrent pour laisser passer ce qu'on a besoin de laisser passer et elles se ferment quand on ne veut pas laisser passer. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le webinaire, mais je me souviens maintenant, la pratique de sport intensif, on parle souvent d'intestin poreux chez les sportifs, par exemple, je sais pas, quand on pratique la course à pied à fond, parce qu'en fait, ça fait augmenter la température et ça peut venir détruire un peu les jonctions serrées. C'est aussi une explication. Là, on aura donc l'intestin quand il est inflammé et poreux. Donc ça, c'est les cellules. On voit qu'en fait, tout peut passer à travers. Et derrière, on aura le système immunitaire qui est à 80% au niveau du système proche du système digestif. Donc voilà, c'est là que commencent les ennuis très souvent. Du coup, dans les consultations naturopathie, on va venir vérifier par rapport aux hormones s'il y a la présence de perturbateurs endocriniens. Je vais en reparler après. On va venir, par rapport à l'état de l'intestin, vérifier quel est le type d'alimentation. Est-ce qu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore intestinale? Est-ce qu'on a une porosité? Est-ce qu'il y a bien une quantité de fibres suffisante? Mais attention, les fibres, c'est même pas forcément bon pour toutes les personnes. Il y a des personnes qui ont des problèmes d'allergie ou d'intolérance, comme les FODMAP. Est-ce qu'il y a une grande consommation d'alcool, de tabac? Est-ce qu'il y a une grande prise de certains médicaments, comme les antibiotiques, qui peuvent venir perturber la flore? Donc voilà, tout ça, c'est autant de questions en fait qu'on vient chercher. Cette petite diapo, elle reprend un petit peu l'influence les différents perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver au quotidien. Donc au niveau d'alimentation, quand on parle de consommer bio, au mieux, raisonné et local, c'est aussi pour éviter justement ces perturbateurs. Si certaines personnes utilisent l'application Yuka pour vérifier justement la transformation des produits et la fiabilité par rapport à ça,
et ben, ils peuvent basculer sur cette application-là qui, derrière, en fait, les scientifiques qui sont derrière celle-ci, il n'y a aucun intérêt. Alors que Yuka, maintenant, de plus en plus, on se rend compte que certains produits qui sont scannés, type, je sais pas, céréales ou des trucs à base de chocolat, il y a une qualité nutritive qui est bonne, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon du tout. Donc voilà, ça peut être commencer par vérifier la qualité des aliments avec une application comme ça. Remplacer au maximum tout ce qui va être en cuisson, bah, tout ce qui est avec du téflon, plutôt au mieux avec de l'inox. Il y a les différents cuits-vapeurs aussi, favoriser les cuissons plutôt douces pour éviter de venir casser les vitamines. Il y a des personnes qui, par exemple, elles vont consommer énormément de légumes, mais en fait, si c'est surcuit, on va perdre tous les bénéfices. Remplacer tout ce qui est tupperware en plastique par des tupperwares en verre plutôt. Éviter les boîtes de conserve. Pour tout ce qui va être cosmétiques, savon, shampoing, il y a cette application qui est pas mal faite, une C-Beauty, où vous pouvez en fait scanner les produits et au moins vous avez un score avec en fait la qualité de ce qu'il y a dedans, si jamais il y a des choses qui sont pas très bonnes. Vérifier aussi la qualité de l'eau, donc il y a différentes alternatives. Il y a des fontaines, il y a plein de systèmes qui existent maintenant. Ça représente un certain budget aussi. Mais généralement, c'est un investissement pour plusieurs années. Par exemple, la fontaine Berquet, qui est assez connue, je crois qu'elle coûte 300 € pour une famille. Mais voilà, le filtre dure 10 ans, donc c'est assez rentable au final. On pose aussi la question des plombages ou pas, savoir s'il y a une intoxication en métaux lourds qui peut possiblement être présente. Donc une solution, ça peut être de consulter un dentiste holistique. C'est assez difficile à trouver, mais c'est faisable. Et la fameuse contraception hormonale. Donc là, j'ai mis une pilule, mais ça peut être implant ou alors stérilet hormonal. Trouver en alternative, par exemple, les méthodes d'observation du cycle. C'est une proposition, c'est pas du tout une obligation. La meilleure contraception, c'est celle que vous choisissez en connaissance de cause. On va en reparler juste après. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la connaissance au niveau physiologie des hormones, je vous conseille ce livre qui est vraiment génial. Marion, en association d'ailleurs avec une autre nutritionniste qui est dans la nutrition fonctionnelle, elle a fait ce livre et il décrit vraiment bien en fait comment ça fonctionne au niveau des hormones en détail. Et celui-ci, c'est une approche d'une sociologue que Marjorie Magras nous avait conseillé, je me rappelle, qui parle de l'intelligence cachée des hormones, qui est super intéressante aussi justement pour voir l'influence que les hormones peuvent avoir sur tout, à peu près tout. C'est pour ça qu'elle appelle ça le sixième sens féminin révélé. Et si vous voulez savoir si vous êtes sujette à des déséquilibres hormonaux ou pas, j'ai conçu ce petit quiz sur la page d'accueil de mon site. Vous pouvez retrouver, qui est fait, en fait, c'est un test qui est fait par le docteur John Early, qui était un spécialiste au niveau de tout ce qui était connaissance sur la progestérone. Et en fait, ça permet de voir s'il y a des déséquilibres œstrogène, progestérone, thyroïde ou même par rapport à la testostérone. Donc voilà, c'était la première partie sur la santé des hormones sexuelles. Et maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu plus en observation pratique, en fait, comment vous pouvez observer votre cycle et savoir justement détecter si il y a ces petits déséquilibres en dehors de tous les signes et les symptômes. On va pouvoir en fait repérer ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu en détail. Ici, j'ai mis une petite information parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler plus de méthodes d'observation du cycle. Depuis 2019, la Haute Autorité de Santé a transformé l'appellation parce qu'avant, ça s'appelait le planning familial naturel, si je ne me trompe pas. Parce qu'il faut savoir que ces méthodes d'observation, elles étaient très utilisées par des personnes qui avaient des convictions religieuses, qui ne voulaient pas forcément utiliser de contraception externe. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué un petit peu déjà au début, qu'il faut pas en fait que l'observation du cycle, ça devienne une charge mentale. Chaque femme est unique, chaque cycle est unique d'une femme à l'autre.
On va en reparler, mais c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qui est technologie au niveau du cycle menstruel, pour observer le cycle, notamment les applications. Moi, je vois des mamans parfois qui me disent ah oui, elle utilise, ma fille utilise ça, etc. Ça l'aide bien. Donc pour euh, pour les règles, pourquoi pas. Après, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a beaucoup d'applications où on a des algorithmes et un algorithme ne peut pas en fait remplacer quoi que ce soit. C'est-à-dire que si par exemple on a un gros choc émotionnel dans le cycle, l'algorithme il avait calculé, par exemple, il va faire une prédiction en fonction du cycle que vous avez eu, que vous allez ovuler à telle date, le cycle d'après. Faut vraiment être vigilant avec ça parce que ça peut tout le temps bouger. Le cycle, il varie. Alors là, c'est pour expliquer assez brièvement justement les phases du cycle. Euh, j'ai décidé moi d'utiliser en fait les 4 saisons. Ça me parle un petit peu plus, même si au début de mon apprentissage, les archétypes qu'on dit féminins, c'est-à-dire la sorcière, la jeune fille, la mère et l'enchanteresse, c'est les archétypes qui sont utilisés notamment par Miranda Gray et beaucoup de femmes. Aujourd'hui, je m'y retrouve moins en fait. Je trouve que c'est un peu stéréotypé de cataloguer, par exemple, qu'une mère va forcément être sociable et communicante. Donc voilà, c'est propre à chacun. Donc moi, je préfère utiliser les saisons, ça me parle un peu plus. Donc la phase des règles, en fait, va être associée à la phase hivernale parce que bah, tout comme en hiver, en fait, la nature se repose. Donc l'idée, c'est de laisser le corps se régénérer, en fait, et se reposer. Ensuite vient le printemps. Donc, c'est la phase folliculaire où bah, la sève remonte dans les arbres, les bourgeons, ils vont apparaître et c'est la phase qui est associée à la phase de l'innovation, du dynamisme, de la mise en action. Là, on aura la phase d'ovulation où on peut être beaucoup plus sociable et communiquer plus facilement. Et la phase lutéale, donc la phase de l'automne, celle où très souvent les femmes sont un peu plus bousculées au niveau énergie et émotion. Donc là, j'ai remis ça un petit peu en résumé, justement, comment elle peut être plus ou moins bien vécue. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est 4 énergies, mais en vérité, je pense qu'il en existe bien plus. Et l'idée, en fait, c'est plutôt quand on est dans telle humeur ou telle énergie, de voir si on peut ou pas l'associer au cycle hormonal. Ça peut nous aider, en fait, à donner une explication et à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière tout ça. Si vous voulez plus d'informations justement sur ces 4 phases, il y a ce livre que je vous recommande, Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Et après, donc ce document était prêt avant la programmation du sommet, mais j'ai vu que tu avais invité, je crois, Marie-Pénélope Pérez, si je ne me trompe pas, voilà, sur le sommet. Donc, bah, allez-y, foncez. Franchement, il est vraiment génial, le livre. Après, il y a celui-ci pour les femmes qui ont envie de prendre du temps à explorer en mettant des petits rituels en place. Et en autre conseil, en fait, pendant que j'ai commencé en fait ma première année d'observation avec la symptothermie et après les lectures avec Miranda Gray, etc. Sur les conseils de Margot, je m'étais acheté ce livre, l'agenda lunaire Rêve d'elle, qui est toujours édité et qui permet justement de rajouter aux observations physiologiques tout ce qui touche à l'énergie et l'humeur. Voilà, il y a différentes manières de faire. On peut aussi utiliser, pour celles qui connaissent les mandalas, avec créer sa propre légende sur ce qu'on veut observer en termes de cycle. Donc maintenant, je reviens un peu plus dans le concret physiologique. Les menstruations, c'est quoi? Eh bien, les menstruations, ce n'est pas que du sang. Euh, En fait, si on m'avait bien suivi avec le rôle des différentes hormones sexuelles, on va retrouver en fait c'est un ensemble de muqueuses, d'eau, de sang, de pertes vaginales, des vitamines, des minéraux, des protéines, parce qu'à la base en fait c'est le panier pique-nique qui servira à l'embryon. Il y a certains pays qui autorisent la recherche des cellules souches sur les menstruations. Normalement c'est pas autorisé. En principe, en moyenne, les menstruations, c'est 80 millilitres, ce qui correspond à peu près 6 cuillères à soupe.
et elle dure 3 à 7 jours. Donc inférieur à 3 jours, déjà ça peut nous alerter sur le fait qu'il peut y avoir une problématique, et supérieur à 7 jours, ça peut aussi nous alerter sur un déséquilibre. C'est pareil, quand on parle de règles abondantes, on va aller chercher auprès des femmes, en fait, à essayer de quantifier c'est quoi abondante pour elles, pour voir si on est vraiment au-delà de ce qu'il faudrait. Pour finir là-dessus, quand on a des règles abondantes, ça correspond à un excès de muqueuse. Donc, qui dit excès de muqueuse dit peut-être trop d'œstrogènes, puisque c'est les œstrogènes qui permettent la sécrétion, justement, la prolifération utérine. On va aussi évaluer justement la qualité de ces menstruations. On peut voir ça au niveau des différentes colorations. Est-ce que les saignements ils sont rouge vif, ou bien est-ce qu'ils sont un peu plus pourpres? Là, ça peut aussi être un signe d'hyperœstrogénie. On peut aussi avoir des saignements qui sont très très légers. On peut retrouver ça pour les femmes qui sont en préménopause, ou alors les sportifs de haut niveau, ou bien même des femmes qui seraient atteintes de troubles du comportement alimentaire. Souvent, c'est lié à des carences nutritionnelles. Et puis, on peut avoir des saignements bruns. Donc, si c'est la veille des menstruations, c'est à peu près normal. Par contre, si on en a plusieurs jours avant les menstruations, ça peut être un signe de carence en progestérone. Et les saignements bruns, ça correspond tout simplement à l'oxydation du sang, pardon, au niveau de l'utérus. Donc voilà, une approche. Alors, il faut bien faire la différence entre des règles et des saignements. Donc, je m'explique. On peut, il y a certaines femmes, quand elles vont utiliser des contraceptions hormonales, elles vont les utiliser sur 3 semaines, et puis après, elles arrêtent pendant une semaine et elles ont ce qu'elles appellent des règles. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on leur présente. Sauf qu'en fait, c'est pas des règles, c'est ce qu'on appelle des saignements contraceptifs de privation d'hormones, d'accord? Parce que pour qu'il y ait des règles, ça c'est pas un mauvais jeu de mots, mais c'est une règle, il faut qu'il y ait une ovulation au préalable. Donc, on peut retrouver ces saignements contraceptifs en fait simplement parce que on va arrêter de prendre les œstrogènes de synthèse pendant un certain moment. Ça peut aussi être suite à un choc émotionnel, qu'on va avoir des saignements de privation. Là, il y a eu des études aussi par rapport à la vaccination pour le Covid qui auraient perturbé le cycle. On peut aussi avoir des saignements de poussée œstrogénique. Donc ça arrive. Il y a certaines femmes en fait qui vont avoir des saignements proches de l'ovulation, et c'est souvent lié à une ascension et une chute assez brutale en fait des œstrogènes au moment de l'ovulation qui provoque ces petits saignements. Et on peut aussi avoir des saignements de nidation qui ont lieu 5 à 7 jours après l'ovulation. C'est en fait la nidation tout simplement au niveau de l'utérus. Donc, pour faire un petit peu le point sur toutes les méthodes d'observation du cycle, au niveau de cette frise chronologique, en fait, on a eu au départ une observation des températures qui s'est faite, sauf que la limite de cette observation, c'est que observer la température, ça peut suffire à valider une ovulation, mais ça permettait pas de déterminer l'entrée en phase fertile, euh, qui est entre les règles et l'ovulation. Par la suite, il y a eu des Australiens en fait qui ont mis en place la méthode Billings, qui eux se sont intéressés en fait à la glaire cervicale pour pouvoir observer l'évolution de la fertilité pendant le cycle. Cette méthode, elle a été reprise en Amérique en association avec des médecins pour faire une notation un peu plus codifiée. C'est la méthode Fertility Care qui a été reprise en France, ce qu'on appelle la naprotechnologie, et qui est utilisée beaucoup au niveau des équipes médicales, médecins et sages-femmes et conseillères du coup, pour aider en fait accompagner les personnes qui ont des difficultés à concevoir. Et puis plus récemment, il y a la méthode FAMM qui aide toujours aussi avec l'aide d'une équipe médicale, s'intéresse un peu plus à l'équilibre hormonal par rapport à la santé de la femme. Et on va avoir ce qu'on appelle les méthodes symptothermiques, qui, elles, à la base, se sont fondées grâce à un Autrichien, la méthode Rotzer. Le manuel existe aussi d'ailleurs pour celles qui veulent le consulter.
Mais dans ces méthodes symptothermiques, on va en retrouver différentes. Alors, il y a Sensiplan en Belgique, Symptotherm en Suisse. Sensiplan, je crois qu'à partir du mois d'octobre, il s'implante à Paris aussi. La méthode Serena au Canada, Cyclamen en France, qui est une méthode officiellement reliée à des religieux, et la méthode Eden Fertilité en Suisse. Donc, la méthode symptothermique, symptôme, c'est pour l'observation de la glaire cervicale, au final comme la méthode Billings, et thermique parce qu'on rajoute l'observation de la température basale. Et ça fait pas officiellement partie de la méthode, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi rajouter, c'est la palpation du col. Observer en fait le col utérin, s'il est plutôt haut ou bas, parce qu'il évolue durant le cycle. Donc il y a l'OMS a défini en fait ce qu'on appelle un indice, l'indice de Pearl, qui permet de présenter en pratique et en théorie l'efficacité des contraceptions. Et la symptothermie, elle est fiable à 98%, ce qui reste quand même aussi bien que les contraceptions hormonales. Donc, l'intérêt des méthodes de fertilité consciente, donc ça peut être pour concevoir, pour les personnes qui sont en désir d'avoir un enfant, en termes de contraception écologique et saine. Vérifier aussi le profil hormonal, s'il y a un déséquilibre ou au contraire, si on veut voir si tout est équilibré. Et puis, comme je l'expliquais au tout début, ça permet de gagner en confiance personnelle, en fait, et de savoir qu'on peut gérer sa fertilité en autonomie, c'est aussi une chouette impression. Et pour les personnes qui l'auraient pas encore lu, puisque ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, je recommande la lecture de J'arrête la pilule de Sabrina Debusca, qui parle vraiment de historiquement comment la pilule s'est mise en place. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est vraiment reconnue et classée cancérogène dans la même catégorie que le tabac et l'amiante par l'OMS. Donc, comment ça fonctionne? Comme je l'expliquais, aujourd'hui, je vais juste donner des outils pour pouvoir commencer à observer, mais il n'y aura pas en fait les interprétations derrière, parce qu'on n'a pas le temps, et surtout, en fait, ça nécessite un vrai apprentissage auprès d'une conseillère ou en autodidacte avec des manuels qui sont pas forcément simples à comprendre. La mise en place de la sympto, si on est en couple, ça se discute aussi en couple. Ça peut être chouette de le partager et pas d'être tout seul à le mettre en place. Si vous êtes sous contraception hormonale, ça peut être aussi intéressant de vous faire accompagner en naturopathie pour éviter l'effet rebond de l'arrêt d'une contraception hormonale. Et il va aussi falloir discuter, si vous êtes en couple, du choix de contraception mécanique, c'est-à-dire barrière quand vous serez en phase fertile. Les méthodes d'observation du cycle euh, qui sont aussi comment dire enseignées par des personnes qui ont des convictions religieuses, on va dire, elles vont préconiser carrément l'abstinence durant les périodes fertiles. Et puis dans les autres méthodes, on va recommander en fait des protections mécaniques type diaphragme, préservatif. Donc, de quoi on aura besoin? Un thermomètre basal. Ça se trouve pas en pharmacie. Généralement, il faut le commander en ligne. Basal, ça veut dire à double décimale. Donc, 2 chiffres après la virgule. Une des marques les plus connues, c'est Cyclotest. Alors, il y a pas mal de choses qui se font en termes de, comment dire, de électronique, enfin, d'efficacité au niveau thermomètre, etc., pour que ça soit pas une charge mentale. Je pense que quand on est dans l'apprentissage, ça peut être pas mal de commencer avec un thermomètre tout simple. Mais sinon, il y a quand même le trackle de Bivea. Ça ressemble à une mini clé USB. En fait, on insère au niveau du vagin et ça va prendre la température basale pendant toute la nuit. Ça enregistre la température et puis le lendemain matin, on le reconnecte en Bluetooth et en fait, il y a une application qui permet d'enregistrer comme ça. On a le Ledicon qui est assez connu, mais en fait, dedans, il y a le côté prédiction, comme je le disais, où on va donner une date en fait pour la prochaine ovulation, ce qui est pas top. Et une fois qu'on s'est muni de son thermomètre, où est-ce qu'on va noter ses observations? Quand on est en apprentissage, c'est peut-être plus, enfin c'est mieux, moi je pense, d'utiliser
la version cyclogramme en papier pour pouvoir noter et en fait visualiser globalement à chaque fin de cycle la courbe de température et les observations de glaire aussi. On va en parler. Mais on peut aussi utiliser des applications pour celles qui préfèrent, voire même les deux en fait, et comme ça vous voyez ce que vous préférez. Donc la meilleure application, là je pense que toutes les conseillères, peu importe la méthode, vous diront que c'est Moonly. C'est une application française et au moins il n'y a pas de prédiction et ça respecte les règles de la symptothermie. Et il y a également l'application FAM pour les femmes en fait qui veulent se former aux méthodes d'observation du cycle uniquement basées sur la glaire cervicale. Donc là aussi c'est une application qui est gratuite et fiable. Donc la température basale, ça veut dire donc je l'ai déjà dit, pardon, c'est celle qu'on va prendre en fait au réveil, avant de mettre le pied par terre, avant d'aller faire pipi, avant de faire quoi que ce soit. Du coup, ça peut être un peu compliqué justement à mettre au début parce qu'on peut oublier une fois qu'on s'est levé et se dire ah mince j'ai oublié de prendre la température. Euh, Là, une petite astuce, ça peut être par exemple de mettre le thermomètre directement sur son réveil. Comme ça, c'est le premier truc qu'on va attraper. À quel niveau on va prendre la température? Donc en voie interne uniquement. Ça peut être alors au niveau buccal. Donc on va mettre le thermomètre en fait au niveau du frein de la langue au niveau des molaires. Au niveau vaginal, c'est pas la peine d'aller plus loin que 2 centimètres. Ou au niveau anal, c'est pareil. Et pendant tout un cycle, on va garder le même mode de prise de température. C'est important en fait de pas changer et varier, passer du buccal à ensuite vaginal. Normalement, on commence à observer sa température à partir du 6e jour, après le début des règles. Donc ici, on peut voir en fait justement les effets des hormones sur la température, ou en phase œstrogénique, en phase folliculaire, on aura plutôt en fait un effet hypothermien pendant 6 à 10 jours. Et puis après, là, au moment de l'ovulation, on aura un décochement en fait avec un plateau qui va persister en phase lutéale. Et puis après, la chute de la température quand on va avoir les règles. Donc, dans les méthodes symptothermiques, on va tolérer une absence d'un certain nombre de températures avant ou pendant, mais ça rentre dans les interprétations qu'il faudra voir dans un apprentissage. Là, c'est la méthode symptotherme suisse. Donc, on a un exemple de courbe où ici, on voit en fait le flux menstruel, l'heure de prise de température. Donc là, on avait la date, premier jour du cycle. Ici, on aura toutes les températures qui vont être inscrites. Là, on aura les types de glaires cervicales qu'on va voir juste après. Et le ressenti aussi, c'est quelque chose qu'on observe, un ressenti plus humide ou plus sec. Donc, la glaire cervicale, deuxième biomarqueur qu'on va observer pour le cycle. On va avoir la glaire qui est produite après l'ovulation, qui permet en fait le bouchon muqueux dont je parlais tout à l'heure, qui va être produite par les cellules qui sont à l'entrée en fait du col de l'utérus, à ce niveau-là, qui va permettre du coup de faire cette glaire qui est épaisse, blanchâtre, voire parfois jaunâtre, un peu cassante et grumeleuse. Et puis après, en phase, quand on va commencer à entrer en phase fertile, on va avoir différents types de glaires en fait qui vont changer d'aspect jusqu'à l'ovulation. On va commencer par avoir une glaire qui sera plutôt blanche, un peu crémeuse, jusqu'à avoir quelque chose d'élastique, blanc, transparent, pardon, comme du blanc d'œuf. Je vais vous le montrer en photo juste après. Et ici, je voulais mettre des petites précisions sur qu'est-ce qui peut venir perturber en fait les différentes sécrétions de glaire. Donc ça peut être les contraceptions. Un stérilet au cuivre, ça peut modifier l'apparence de la glaire. La prise d'une contraception hormonale, ça vieillit de 2 ans en fait les cellules du col de l'utérus. Donc ça peut aussi affecter la qualité de la glaire. On peut aussi avoir des problèmes de constipation qui empêchent l'écoulement de la glaire en fait jusqu'à la vulve pour pouvoir être observé. On peut avoir des problématiques au niveau de la flore qui est perturbée en fait, que ce soit mycose, vaginose. On peut aussi avoir des problématiques d'inflammation qui sont liées ou pas à un papilloma.
Donc voilà, tout ça, c'est les petites questions qu'on va essayer de poser justement pour repérer si on peut avoir des problématiques au niveau de la production de la glaire. Et ici, on va avoir justement les différents aspects de glaire. Donc ça, c'est des photos de col de l'utérus. Donc ça ressemble à peu près à ça, pour ceux qui n'ont pas encore, qui auraient jamais vu. L'aspect, il y en a qui disent que ça fait comme un noyau de cerise ou un peu comme le bout du nez quand on touche, c'est un petit peu dur. Et donc le col, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va bouger en fonction du cycle. Au moment des règles, en fait, il va être au plus bas, et plus on va se rapprocher de l'ovulation, et plus il va être remonté. L'ouverture, ça fait un peu comme une petite tête d'aiguille, là, on voit à ce niveau-là. Donc, les différents types de glaire en phase fertile, donc au niveau phase folliculaire et ovulatoire, c'est ce qu'on a tout à l'heure, ce que j'expliquais tout à l'heure, le type yaourt brassé, blanc, crémeux, laiteux. Et en fait, de plus en plus, ça va devenir élastique jusqu'à s'effiler jusqu'à 7 centimètres et être transparent, filant liquide et très lubrifié au moment de l'ovulation. Associé en termes de ressenti à humide, voire mouillé, lubrifié. Et puis, après l'ovulation, en fait, le passage de la phase ovulatoire à la phase lutéale, on va avoir un jour en particulier qu'on va repérer. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilante au niveau des observations durant cette phase-là, parce que c'est là qu'on va avoir le plus de modifications hormonales qui se jouent. Et on va passer en fait d'une glaire comme ça à une glaire comme ça, voire rien du tout. Donc ça va être un indicateur au niveau de l'ovulation. Et du coup, cette fameuse glaire qui est sous l'influence de la progestérone, qui peut être cassante, collante, voilà. Il faut également faire attention quand on apprend à observer son cycle, à pas confondre les différents types de glaire, ben, tout simplement avec du sperme, si on a eu un rapport sexuel la veille ou même la journée en fait, pour qui pourrait en fait venir confondre l'observation. Et on a également les sécrétions des glandes de Bartholin, en fait, qui peuvent aussi avoir un impact au niveau de ce qu'on va observer à la vulve. Et puis une autre info, c'est que le cycle hormonal intervient sur les différents aspects de la glaire, mais ça peut aussi influencer sur l'aspect de l'éjaculat pour les femmes qui ont des éjaculations. Et donc le col, dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut aussi observer. C'est pas, dans la plupart des méthodes, on recommande pas d'observer le col en première intention tout de suite, pour justement apprendre, familiariser la femme en fait avec son ressenti et ce qu'elle va observer à la vulve avant d'aller repérer, chercher ce qu'il y a tout de suite au fond. Voilà, c'est une information en plus. Et ici, c'est un autre exemple que j'ai fait avec justement là le différent flux, les températures. Quand on se retrouve avec une température dite problématique, on la met entre parenthèses en fait et on la compte pas dans le cycle, mais on met en notation pourquoi c'est problématique. Est-ce que par exemple il y a eu une consommation d'alcool la veille? Est-ce qu'il y a eu moins de 5 heures de sommeil? Un voyage, quoi que ce soit en fait, tous les facteurs qui peuvent influencer la glaire ou la température, on va venir les noter ici et ça permet en fait justement d'identifier ou de valider ou d'invalider certains biomarqueurs. Et puis là, on a bien le décollement de la température avec le plateau qui s'installe. Et par exemple, pour repérer un déséquilibre hormonal, au niveau de la phase lutéale, en général, il faut qu'on ait plus de 10 températures hautes. Sinon, on peut considérer, en fait, quand on a une phase lutéale très courte avec moins de 10 températures, qu'il y a une carence en progestérone, par exemple. C'est des exemples d'interprétation. Ça, c'est des graphiques en fait de la méthode FAM où on observe uniquement la température, pardon, la glaire cervicale et l'aspect des menstruations. Donc là, on a les différents flux menstruels, on est bien entre 3 à 7 jours. Ici, on a des jours secs. Euh, on a ça aussi dans les autres méthodes. En fait, on n'a pas nécessairement l'observation de la glaire tout de suite après les règles. Ces jours secs, en fait, ça correspond à de la progestérone résiduelle du cycle d'avant. Et ici, on va commencer à voir la glaire type carotte brassée jusqu'à ce qu'elle devienne élastique, avec de nouveau une glaire sous l'influence de la progestérone. Là, on voit qu'il y a bien plus de 10 jours
Donc, on a un cycle qui est régulier, en fait, sans problématique hormonale. Ici, on voit qu'on a un cycle très court avec une phase lutéale raccourcie. Ici, on a un cycle court. Néanmoins, on a suffisamment de jours en phase lutéale. Donc, on peut avoir ce type de cycle chez des femmes qui sont en préménopause ou pas. En fait, il y en a chez qui ça se met en place physiologiquement, d'avoir un cycle court comme ça. Et là, on a un cycle qui est très rallongé, où on voit qu'en fait, il y a eu l'apparition d'une glaire, mais qui était difficile à identifier. Finalement, plus rien, et finalement, ça revient, mais c'est toujours complexe à identifier. Et l'ovulation, elle se fait tardivement. Donc, par exemple, ce type de cycle, ça peut être le signe, en fait, qu'il y a eu des perturbateurs au niveau de la mise en place des différentes hormones. Donc, ça peut être un gros coup de stress, ça peut être l'alimentation, ça peut être plein de facteurs différents. Et là, on va avoir le passage du coup que j'expliquais. Je vais plutôt prendre celui-ci, qui est normal. Le passage d'une glaire élastique filante à quelque chose de sec, voire rien du tout. Dans les méthodes, en fait, on va devoir observer ça sur 3 jours, rien du tout, après la transformation de la glaire pour valider ou pas une ovulation. Et il y a des études qui ont été menées pour montrer que, en fait, l'ovulation n'a pas forcément lieu le dernier jour où on sécrète de la glaire filante. C'est seulement un tiers des femmes qui vont ovuler à ce moment-là. Ça, c'est vraiment important parce que la phase fertile, c'est-à-dire qui part de là, dans cette méthode, jusqu'à là, c'est pas là nécessairement que la femme, elle ovule. Un tiers des femmes, ça sera ici, un tiers, ce sera avant, et pour un tiers, ce sera dans ces 3 jours-là. Donc, il faut rester vigilant là-dessus, en fait, quand on apprend les méthodes, de pas se dire, bah, c'est bon, ma glaire s'est transformée, je peux avoir un rapport non protégé ce soir-là, alors qu'en fait, c'est possible que ce soit à ce moment-là qu'elle ovule. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cette masterclass. Donc, ça tout revient. Merci beaucoup Marine. Toujours très intéressant de réécouter. Donc le mot de la fin, c'est que tout est important. L'alimentation, c'est important. L'environnement, c'est important. Le mode de vie, c'est important. Et c'est une bonne nouvelle finalement, puisque c'est aussi des choses sur lesquelles on a une influence. Et ce que je voulais peut-être préciser aussi d'expérience personnelle, parce que du coup, j'ai pu me faire accompagner par toi, que je recommande d'ailleurs. C'est à la fois des facteurs très individuels. Donc là, on vient de voir le générique, et puis évidemment, dans chaque individuel, c'est des choses différentes qui vont se passer, d'où tout l'intérêt en fait d'un suivi personnalisé qui va vraiment prendre en compte la situation de chacune. Et aussi, ça permet aussi de prendre conscience de tout ce qui pourrait potentiellement ne pas fonctionner, parce que par exemple, comme on a vu ensemble dans ta présentation, les protéines, les gras, c'est important. Et donc moi qui pensais avoir une alimentation très saine, et je mange très sain, mais en fait on s'est rendu compte en analysant plus en profondeur ensemble, c'est qu'il manquait des choses quand même. Donc voilà, c'est aussi quand on fait le point avec une personne qui a des connaissances plus approfondies, c'est aussi prendre conscience de quels peuvent être les facteurs ou regarder qu'est-ce qui ne marche pas dans une alimentation qui a priori est saine. Donc moi j'ai une alimentation que je pensais très saine, et qui est saine en fait, mais qui est saine sans pour autant m'apporter les nutriments dont mon corps a besoin pour fonctionner en fait. Et donc voilà, c'est ce que je voulais. On parle de nutrition, de plans personnalisés, parce qu'en fait, on peut avoir la même problématique pour des raisons totalement différentes chez chaque. Ouais. Et aussi, ne pas sous-estimer le problème de digestion, parce que dans mon cas personnel, il y a effectivement des problèmes digestifs depuis des années. Et là où c'est problématique, c'est quand c'est pas suffisamment embêtant pour s'y intéresser. Parce que ce qui était mon cas, c'est que ça fait 15 ans que ça dure, mais c'est pas suffisamment embêtant pour que je m'y intéresse. Mais là où ça commence à avoir des conséquences, c'est sur tout le reste. C'est à partir du moment où le problème digestif non réglé commence à avoir un impact sur les hormones. Donc, c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans une approche qui est globale, qui est holistique et qui va vraiment voir le fond des choses. C'est qu'on s'adresse à la racine du problème et pas juste, OK, il te manque ça, prends un supplément, et puis ça règle pas le problème de base qui est pourquoi la production ne se fait pas, en fait. C'est ça. Et par rapport à ça, rapidement,
tu me demandais par rapport à la médecine allopathique, de pas s'arrêter sur les bilans sanguins non plus, en fait. Mhm. Par exemple, je prends l'exemple typique de la thyroïde. Il y a des femmes qui peuvent avoir une hypothyroïdie avec une TSH au plafond, des tout petits symptômes. Mhm. Et à contrario, d'autres femmes qui auront une hypothyroïdie avec une TSH qui est pas si modifiée que ça. Et en fait, elles auront tous les symptômes. Mhm. Donc oui, c'est toujours tout une question de prendre en compte tout le contexte pour arriver à proposer quelque chose de vraiment personnalisé. Et du coup, comment se passent tes accompagnements? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Comment ça se déroule? Donc, si une personne aurait envie de se faire accompagner par toi, comment ça se passe? Toutes les informations sont sur mon site. Il y Mhm. a des accompagnements, que ce soit des suivis en naturopathie fonctionnelle. Je Mhm. propose également, là, je suis en train de mettre en place des accompagnements pour les méthodes d'observation du cycle. Mhm. Ça peut être en ligne ou en présentiel, c'est pareil. J'ai développé des supports pour être sur les deux. Et puis, je propose aussi des ateliers sur le cycle. Et là, j'ai un projet en cours avec mon compagnon qui est passionné de jeux de société, justement par rapport à l'éducation dont on parlait tout à l'heure, d'essayer de mettre quelque chose en place qui soit assez ludique aussi et pédagogique en fait par rapport à ça. Hmm. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet, tout est détaillé. Super. Merci Marine, ça a été un plaisir de réécouter encore une fois ce partage. Donc c'est la deuxième fois que j'ai pu assister et c'est toujours voilà, c'est toujours des choses nouvelles que j'entends. Donc merci beaucoup. J'espère que ça va servir beaucoup de femmes qui vont découvrir, redécouvrir, approfondir et surtout en tirer des choses pratiques à appliquer dans leur vie, parce que c'est comme ça que les changements se font. La pédagogie a un rôle, une place extrêmement important, mais in fine, il faut quand même appliquer des choses dans sa vie. Donc merci encore et je vous souhaite à toutes qui nous écoutez une intégration de ce savoir important. Merci beaucoup.